le livre et nous. C'est la thématique de notre petit doc que nous voulons partager ensemble. Et cette thématique repose sur le constat selon lequel nos librairies, nos bibliothèques, quand elles existent, ne sont pas fréquentées. Et en posant la question sur notre rapport au livre, nous voulons bien nous interroger sur comment est-ce que nous nous conservons. Quel est ou quels sont nos modes de transmission? Comment est-ce que nous transmettons à nos enfants, à la postérité, nos connaissances, nos savoirs et nos pratiques? Nous remarquons quand même qu'avec les divers changements qu'on peut observer dans le monde ou dans les mondes, les nouveaux types de comportements qui arrivent, quelquefois, nous, parents, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que nos enfants ne vivent pas comme nous avions vécu à notre époque. Non pas que nous souhaitions nécessairement que les enfants vivent comme nous à notre époque, mais davantage parce que nous pensons que dans nos cultures, dans nos manières d'être, il y a des valeurs qui peuvent être conservées. Et que si elles avaient été conservées, elles auraient certainement permis que nos enfants aient des piliers sur lesquels ils pourraient construire leur vie. C'est la raison pour laquelle Wafrica TV s'interroge sur nos modes de transmission. Et dans ce concept de transmission, nous voulons nous interroger sur le livre et nous interroger spécialement sur notre rapport au livre. Qu'est-ce que le livre? Que représente le livre pour nous? Le dictionnaire Le Littré, si vous le parcourez, définit le livre comme une réunion de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit ou imprimé. On peut aller lire la perception de Maurice Lachâtre, qui le définit comme un assemblage de plusieurs feuilles de papier, de velin, de parchemin, imprimées ou écrites à la main cousue, ensemble et formant un volume recouvert d'une feuille de papier, de carton, de parchemin, de basane, de veau, de maroquin, etc. Avec ces définitions, nous pouvons voir le livre sur le plan physique, tel qu'il est conçu, tel qu'il est présenté. Mais il faudrait regarder l'intention qu'il y a derrière le livre. Le livre, pour nous, est un outil de mémoire. C'est un outil d'ouverture. C'est un outil de conservation. C'est un outil de questionnement. Le livre, c'est ce support qui nous permet de conserver ce que nous sommes à travers des générations dans l'espace et dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle il ne serait pas normal qu'une génération ou bien que les générations actuelles n'aillent pas dans des bibliothèques ou dans les librairies pour savoir ce qu'ont écrit leurs parents, ce que leur antériorité représente. Parce que, comme dit la sagesse, pour savoir où l'on va, il faut savoir où on vient. Et il faut tout de suite évacuer une certaine pensée de chez nous qui donne l'impression que les générations à venir doivent vivre comme les générations passées. Non, c'est dans un questionnement que chaque génération se construit. À partir de la définition que nous venons de donner au livre, nous pouvons nous interroger sur ce que nous conservons, sur ce que nous gardons, sur ce que nous voulons léguer et comment est-ce que nous le faisons. Quels sont nos processus de transmission? La question revient. On dit très souvent que nous sommes une civilisation orale et on est même fier de le dire. Et il y en a qui le célèbrent. Mais si nous sommes une civilisation orale, d'où vient l'écriture égyptienne? D'où vient l'écriture du roi Njoya, tout proche de nous? Cette perception de la civilisation africaine comme une civilisation orale nous semble être un leurre de l'histoire qui nous empêche d'aller vers l'écriture, d'aller vers le livre comme notre propre propriété. Nous ne pouvons pas penser que ce que nous savons nous vient essentiellement de ce que les autres d'ailleurs, ont fait et ont préparé pour nous. Et si on rentre dans cette logique, nous irons vers le livre toujours comme un outil de soumission. Mais alors, nous lisons Diop, nous lisons Jean-Marc Ella, nous lisons Angel Benven, nous lisons Ebga, nous lisons Ebenezer Ndjomwele plus proche de nous, nous lisons Mononjana, nous lisons tous ces penseurs qui ont écrit et qui se sont penchés sur des questions actuelles, contemporaines
et sur lesquels nous nous basons pour envisager un chemin pour l'avenir. Non, l'oralité n'est pas une civilisation. L'oralité n'est pas notre civilisation. Parce que le maître mot de la civilisation, c'est de mettre en place des moyens de conservation et de transmission pour que chaque génération se perpétue, pour que des cultures se perpétuent, par opposition à la nature. Parce que si l'on considère la nature comme ce que la main de l'homme ou l'esprit de l'homme ou la raison n'a pas touché, la culture, c'est justement celle qui vient modifier la nature pour que les êtres humains vivent mieux, vivent davantage, vivent avec plus de liberté et, si vous voulez, avec plus de qualité. Pourquoi est-ce que nous devons écrire justement? Parce qu'on ne peut pas parler de la question du livre sans nous interroger sur la question de l'écriture. Nous écrivons justement parce que nous voulons transmettre aux générations précédentes, aux générations futures, nos manières d'être pour que par remise en question, que ces générations choisissent soit de les conserver, soit de les remettre en question pour passer à autre chose. En tout cas, pour être plus libre, pour être plus heureux, pour être capable de dominer les mondes, pour que notre culture puisse entrer en confrontation avec d'autres cultures. Ainsi, nous pouvons donner comme mission au livre la mission de conservation, la mission de questionnement, la mission de divertissement et, si on veut même encore, de jeu de langage. Parce qu'à travers tout ce processus que met en scène le livre, chaque sujet, chaque personne qui lit trouve un cadre dans lequel il peut s'interroger en sachant ce qui s'est passé, en se définissant une voie, en allant vers là où il veut aller. Et comme nous ne vivons pas dans une société tout seul, nous pouvons ensemble bâtir un avenir qui nous est commun, un avenir ensemble. Et nous parlons comme Africains. Et parlant comme Africains, nous regardons la position que le monde donne à notre contexte aujourd'hui, la position que le monde nous accorde. Et vous allez vous rendre compte que bien souvent, l'activité intellectuelle n'est pas considérée comme notre activité. On va définir l'Africain comme cet être qui est champion de combat de boxe, champion de combat de lutte, qui est le meilleur basketteur, le meilleur footballeur. On va nous représenter autour des activités qui sont des activités de muscles, des activités de force, mais on va nous exclure des activités qui sont intelligentes. Or, le livre est une activité intelligente. Et comme dit un de nos aînés, le professeur Armand Lekaïsomba, si on ne lit pas, on ne peut pas écrire. Et il dit, l'écriture et la lecture sont comme l'inspiration et l'expiration. Si on inspire, on peut expirer. Et si on n'inspire pas, on ne peut pas expirer. Donc, dans cette dynamique, il nous est important de savoir que les vies que nous vivons, nos manières d'être, nos us et coutumes doivent se transmettre. Et pour se transmettre, elles ne peuvent se faire que de manière idéale à travers le livre. Parce que le livre est l'outil de conservation qui a le plus duré au cours de l'histoire. Il a tellement duré qu'aujourd'hui, nous lisons, surtout avec l'avènement de l'imprimerie, des livres qui ont des milliers d'années. Nous avons des textes comme ça qui ont traversé le cours de l'histoire et qui finalement s'imposent comme des réflexions qui doivent conduire des existants, qui doivent conduire des vies, qui doivent nous accompagner tout au long de notre existence. Donc, il nous faut, même au niveau des familles, écrire des livres de famille, écrire des livres qui expliquent à nos enfants, même au sein de la famille, même si ce n'était que quelques pages, qui expliquent leur généalogie, qui expliquent leur histoire, qui expliquent les rites et rituels qu'ils pratiquent communément. Sinon, au fur et à mesure que les générations passeraient, toute cette histoire passerait également. Et nous pouvons nous poser la question de savoir sur quoi nous devons écrire. Parce que celui qui nous écoute se dit certainement je ne sais pas grand-chose, qu'est-ce que je dois écrire? En principe, dans le livre, on retrouve des expériences de vie, on retrouve des expériences personnelles, on retrouve des expériences de travail, on retrouve des mémoires de fonction. Donc, il est inadmissible que nos hauts fonctionnaires, par exemple, aient quitté leur fonction et que ceux qui les remplacent soient obligés de reprendre à zéro tout le travail qu'ils ont fait. L'avantage du livre, c'est que le livre marque un parcours en relevant les enjeux et les défis de ce moment
et en projetant vers l'avenir ce qui est possible de faire. C'est ce que nous avons évoqué tout à l'heure dans la notion de conservation ou de questionnement. Et maintenant, et c'est la question centrale de notre thématique, pourquoi devons-nous lire? Nous devons lire parce que nous devons trouver des fondements pour l'existence. Et on peut poser une question derrière. Que devons-nous lire? Nous devons lire des ouvrages qui s'intéressent à notre culture, qui, après notre culture, s'intéressent aux autres cultures, mais toujours pour que nous ayons la force, la puissance, la capacité, les savoirs nécessaires pour être à la hauteur des challenges et des défis de notre époque. Nous sommes tenus de lire parce que si nous ne lisons pas, nous resterons soumis au pouvoir des autres. Nous resterons soumis aux diktats des autres. Si nous continuons de marcher avec les connaissances que nous considérons comme venues d'ailleurs, parfois elles viennent même de nous, toujours, mais comme nous n'avons pas lu, nous n'avons pas eu le temps de vérifier la source de ces connaissances. Et du coup, nous avons le préjugé de penser que ces connaissances nous viennent des autres et jamais de nous. Et maintenant, nous qui écoutons, nous allons nous interroger, nous qui n'avons pas appris à lire, comment devons-nous faire pour lire? Oui, parce qu'en réalité, on apprend à lire. Et dans un premier moment, nous devons pouvoir apprendre à nos enfants à lire. Il est venu le temps où nous devons coucher nos enfants au lit le soir en leur faisant une lecture, en leur lisant une belle histoire et davantage en leur montrant qu'ils doivent tenir le livre dans la main. Et en nous copiant, en regardant ce que nous faisons, ils auraient plus de facilité à prendre le livre en main. Racontons un peu l'histoire de ce Japonais qui se retrouve dans un bus à Paris, qui ouvre son livre et il a avec lui ses 3 enfants qui sont aussi en train de lire. À la descente du bus, s'approche de lui un monsieur qui lui demande comment vous faites pour que vos enfants soient tous en train de lire comme vous. Et la réponse du monsieur, les enfants font ce que nous faisons. Les enfants font ce qu'ils nous voient faire. Donc si nos enfants ne nous voient pas lire, ils ne liront pas non plus. Donc faisons l'effort d'habituer les enfants aux livres. Faisons l'effort d'avoir dans notre salon des espaces de bibliothèque où un enfant peut prendre un livre et le parcourir. Faisons un effort de tisser une amitié avec nos enfants pour qu'ils soient capables de nous rendre compte de leur lecture. Et ceci nous permettra, au niveau de la famille, d'avoir une relation plus serrée avec nos enfants, de suivre ce qu'ils font. Ils auraient plus confiance en nous, ils auraient davantage confiance à venir partager avec nous quelque chose et ceci permettrait de consolider l'esprit de famille. Et nous donc qui sommes adultes et qui n'avons pas appris à lire, que devons-nous lire? C'est la question que nous nous posons certainement. Nous devons lire des livres qui ont un centre d'intérêt à notre vie. Ça peut être des livres de fonction, ça peut être des livres de parcours, ça peut être des livres de culture. En prenant ces livres, nous nous rendrons compte que nous parcourons des pages en découvrant qu'il y a des merveilles dans les livres, qu'il y a des merveilleuses choses que les gens ont écrites, que des gens ont partagé avec nous leur parcours et que nous pouvons bénéficier de ce parcours. Parce que chaque fois que nous ouvrons un livre, nous entrons dans un monde, nous entrons dans une nouvelle expérience, nous entrons à une nouvelle rencontre avec les gens, d'où vit avec des gens, avec des peuples, avec des cultures. Quel que soit le point de départ d'un livre, ce livre reste important parce que chaque fois que nous lisons, nous apprenons. Chaque fois que nous ouvrons un livre pour lire, nous apprenons de nouveaux mots, nous avons de nouvelles connaissances, nous avons de nouveaux savoirs, nous questionnons nos pratiques. Et pour finir, nous pouvons nous demander, est-ce que nous avons peur du livre? Oui, peut-être que nous avons peur du livre parce que le livre questionne, parce que le livre remet en cause nos habitudes, parce que le livre nous propose d'autres trajectoires. Et justement, avec un monde confiné, un monde complexe, un monde qui nous frustre, un monde qui nous bouleverse, le seul moyen pour nous de nous en sortir, c'est d'aller vers le livre, d'aller avec force, d'aller avec joie, d'aller avec beaucoup d'entrain. Disons, en fin de compte, que pour sortir de nos habitudes, pour questionner nos habitudes, non pas pour les rejeter, mais davantage pour les remettre en question et être davantage certains de leur solidité, nous sommes tenus de prendre le livre parce que si nous ne lisons pas, nous resterons les frustrés de la civilisation mondiale. Si nous ne lisons pas, nos civilisations s'éteindront.